Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Grosse Odyssée, le podcast qui part à la rencontre des héros du monde pro, les femmes et les hommes qui font et vivent la croissance. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Émile Farou, CMO du groupe Valéor. Salut Pierre-Émile, comment ça va ? Salut Simon, ça va très bien et toi, merci. Bah écoute, ça va bien, chaudement bien, parce que comme vous pouvez le voir, très chaudement. En pleine démo produit Asgard derrière nous. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être d'aller comprendre ton quotidien de responsable marketing au sein du groupe Valéor. Et pour commencer par le commencement, est-ce que tu peux nous pitcher ce qu'est le groupe Valéor ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc le groupe Valéor, c'est un groupe qui a une vingtaine d'années d'existence, qui est breton et qui est spécialisé dans le monde du retail et notamment de l'amélioration de l'habitat. Donc on regroupe 5 enseignes différents dans des univers de l'habitat différents. Un premier univers qui est la cuisine. On est concessionnaire en fait de magasins Cuisinella et Schmitt. On a également une activité autour du carrelage où on est concessionnaire de magasins Porcelanosa. Et une dernière activité qui est le gros de mon travail aujourd'hui, c'est peut-être de ça dont on va parler ensemble, sur une activité poêle à bois, comme on le voit ici, avec 2 marques dont nous sommes propriétaires, qui sont Asgard et Iceberg. Donc là, on se trouve dans un magasin Asgard, qui est un peu le fer de lance du groupe Valéor, et qui distribue donc des poêles à bois. Aujourd'hui, Valéor, c'est 600 collaborateurs, c'est un peu plus de 50 magasins, répartis sur toute la France et sur toutes les enseignes que j'évoquais. Et c'est à peu près 70 millions de chiffre d'affaires. C'est 100 millions de chiffre d'affaires et 70 millions sur l'activité poêle avec Asgard et Iceberg. Ok, qui est une grande partie de l'activité. Exactement. Okay. Et qui est aujourd'hui le levier de développement du groupe Valéor, puisqu'on est dans un momentum marché où le poêle à bois a plutôt le vent en poupe. Ok. Donc, avant d'aller creuser ton quotidien dans le groupe Valéor, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à la genèse en fait de tes compétences marketing. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu responsable marketing ? Ça se fait pas du jour au lendemain. Sans doute que tu as eu des rencontres et aussi des mentors par rapport à ça. Ça a été quoi ton parcours ? Alors je sais pas jusqu'où je dois remonter, mais moi j'ai toujours été attiré depuis tout petit en fait par la publicité. C'est un truc qui me faisait triper et marrer, donc je m'étais toujours dit j'essaierai de bosser dans la pub plus tard. Donc à l'époque, en tout cas, quand j'ai démarré les premiers stages, des activités, t'as la pub, t'avais 99 francs, c'était un peu dans ce timing-là. Donc moi, j'ai démarré en fait concepteur-rédacteur. En publicité, c'est ma vraiment première expérience pro en stage, etc. Et après, en fait, j'ai principalement travaillé d'abord en agence de communication. Donc j'ai bossé pendant 8 ans à Paris au sein du groupe TBWA, où je travaillais sur la filiale éditoriale du groupe TBWA, où j'étais responsable du new business. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier sur des choses très communicantes, des dispositifs de com à inventer, etc. Et puis après, je suis parti et j'ai basculé plus vers le web et le marketing, où j'ai travaillé pendant 5 années, j'étais CMO chez Hello Work, qui est un leader français de l'emploi dans le digital et de la formation. Et c'est comme ça que j'ai fini par arriver aujourd'hui chez Valéor en tant que CMO. Donc, tu es parti de la communication, d'abord en agence. Exactement. Tu as pivoté sur le marketing et notamment le digital au fur et à mesure. Ouais. Ensuite, chez l'annonceur. Ok. C'est ça. Et donc, du coup, pour toi, faire le switch comme ça, c'est dans cet ordre-là, c'est ce qui fait que tu gagnes toutes les compétences et que tu as les tenants et les aboutissants à la fin. Je pense que l'agence de com est t'offre personnellement une très bonne courbe d'apprentissage. Le mode agence, c'est des modes très très denses avec des rythmes très très forts et ça te permet de toucher à plein de secteurs d'activité différents, plein de marques différentes. J'ai travaillé au tout début de ma carrière sur plein de marques et des grosses marques, Leroy Merlin, Weber, SNCF, SFR, plein de choses. Donc c'est assez stimulant et excitant au début. Et après le switch vers l'annonceur, comment il s'est fait, j'y ai pas trop réfléchi. Je pense qu'il y a j'avais une certaine fatigue au bout d'un moment où j'avais peut-être envie de creuser un peu plus des sujets dans le fond, là où en agence on est peut-être plus en one shot ou un peu plus superficiel, on a moins la main sur la stratégie long terme, on est vraiment sur une partie du tunnel, je dirais. Donc c'était un peu cette idée de bascule chez l'annonceur. Donc je pense que ça m'a donné pas mal de casquettes différentes, permis de toucher un peu à tous les métiers, et ce qui fait que
peut-être aujourd'hui, je suis un peu légitime pour gérer des équipes ou des marques en marketing. Je sais que pour toi, aujourd'hui, l'aspect formation, management des compétences marketing, communication, c'est quelque chose qui te stimule énormément. Toi, dans ton parcours de formation également, quelle a été la place du mentoring? Est-ce que tu as rencontré des personnes sur ton chemin qui t'ont permis de t'aiguiller, de te former? Oui, évidemment. Alors peut-être pas d'ailleurs forcément des mentors marketing, mais des mentors dans différentes entreprises. Je pense que déjà quand tu es dans une boîte, ce qui est primordial, c'est d'avoir un collègue ou un dirigeant qui t'inspire, qui va te faire réfléchir et qui va te pousser à justement découvrir des nouvelles facettes de ton activité et tout. Donc et puis après, c'est énormément de veille. Moi, sur mon métier, je fais beaucoup de veille, notamment sur des profils qui sont plutôt aux États-Unis, où je trouve qu'ils sont beaucoup en avance de phase sur nos métiers, et je m'inspire énormément d'eux. Et très sincèrement, j'invente rien, je ne fais que reproduire ce qu'ils mettent, ce qu'ils partagent, ce qu'ils ont la gentillesse de partager sur les réseaux sociaux, et je m'inspire de ça dans mon quotidien. Donc la vision de la formation, je la vois pas tellement au sens, comme tu le dis, scolaire, mais vraiment au sens mentoring, soit en direct avec des gens avec qui tu peux être en relation, soit en t'inspirant de gens qui sont peut-être à l'étranger ou dans d'autres boîtes et qui font du bon boulot et qui le partagent. Ça, c'est un sujet intéressant, la veille pour nos métiers. En tant que marketeur et de communicant, si au bout de 6 mois, on fait pas notre veille et qu'on est en statu quo là-dessus, on est en décalage sur le marché complètement. C'est quoi ton conseil pour une bonne veille métier là? Tu as donné un exemple en allant suivre des influenceuses et influenceurs plutôt anglo-saxons, voire américains, parce qu'ils ont entre 2 et 5 ans d'avance sur le métier. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour que l'information vienne à toi plus naturellement ou automatiquement, que tu puisses aller chercher la bonne information? Tes tips? En vrai, pas grand-chose à part ça, je pense. C'est-à-dire, je suis pas à faire de la veille métier marketing vraiment. Vraiment aujourd'hui, mon truc c'est de suivre. Tu vois, si je dois nommer des gens, mes mentors, on va dire, c'est Dave Gerhardt, qui est à l'origine de Drift, la marque B2B, qui aujourd'hui a créé une communauté de marketeurs et qui met en relation des gens et produit énormément de matière et de contenu là-dessus. Je suis beaucoup aussi Chris Walker, qui est chez Refine Labs et qui fait beaucoup de choses sur tout l'aspect lead gen qu'il a transformé en demand gen, etc. Donc c'est aujourd'hui beaucoup ça. Et puis après, je bosse. Après, c'est ton métier au quotidien qui va t'alerter sur le fait que tu dois placer des choses que tu as vues à droite à gauche, essayer de les tester, les exploiter, etc. Et puis après, c'est tes équipes autour de toi qui te nourrissent aussi et qui t'apportent leur veille à eux, leur expérience à eux que t'as pas forcément toi et qui t'apportent de la valeur ajoutée ou te proposent des idées, quoi. Ouais, aussi, il y a sans doute le sujet, je sais que tu es membre dans Scalesia pour faire du coaching. Exact. Je pense que ça aide aussi quand on est en situation... renseigné. Ouais, je suis bien renseigné, t'as vu. On est quand on est en situation d'expliquer ou de conseiller, de challenger les autres, c'est qu'on a compris quand même pas mal de choses. Là-dessus aussi, c'est des choses qui viennent t'alimenter dans tes compétences métiers? Oui, clairement. Déjà, ça vient m'apporter une vraie... une fenêtre un peu d'air en fait. Le truc quand on est chez l'annonceur comme moi aujourd'hui, c'est qu'on va être un peu plus pas mono-sujet, mais en tout cas monomarque. Moi, c'est pas vraiment monomarque, puisque comme on l'a vu, il y a plein d'enseignes différentes chez Valéor. Il y en a 5, même si je travaille surtout sur 2 marques majoritairement. Mais le risque de ça, c'est de perdre un peu effectivement l'éventail de sujets et de marques que tu pouvais avoir quand tu étais côté agence. Donc, j'ai effectivement rejoint le collectif d'advisors de Scalesia. Et pourquoi je l'ai fait, c'est juste parce que ça m'amène à rencontrer des gens dans des secteurs très différents, avec qui j'arrive maintenant à créer des liens, et il y a des gens pour qui j'ai fait du mentorat et avec qui je suis pote et avec qui je continue de conseiller et d'accompagner à titre juste d'amitié, on va dire. Donc ça, effectivement, ça t'apporte énormément de nouveautés, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est un métier où les frontières entre le marketing, la vente, la création d'entreprise, c'est de plus en plus poreux. Et donc, c'est hyper intéressant d'échanger avec des gens qui sont en général CEO, qui montent des boîtes et qu'on va essayer d'échanger sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est un vrai, ça apporte vraiment pas mal d'eau au moulin, effectivement, parce que ça t'oblige à
à challenger tes idées reçues, à t'inspirer aussi de ce que font d'autres secteurs d'activité. On en reparlera peut-être après, mais c'est pas parce que tu es B2C ou B2B que tu dois te cantonner à certaines disciplines marketing. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Exactement. Et là aussi, c'est de plus en plus poreux entre la frontière B2C, B2B. Complètement. Tu indiquais donc il y a le groupe Valeur tout au-dessus, il y a 5 marques sous l'égide. Ton quotidien de CMO dans le groupe, comment il s'articule? Tu as des focus sur 2 marques prioritaires. Est-ce que tu peux nous expliquer une journée type ou une semaine type en fonction de ce qui est cohérent? Comment ça fonctionne? Ouais, je vais essayer. C'est très variable selon les semaines. Après, voilà, moi j'ai une équipe de 8 personnes et on touche à, je vais dire, je l'organise aujourd'hui. J'essaie de l'organiser autour de 3 grandes disciplines qui sont le branding, la com et l'acquisition. Parce que si je prends l'exemple de Asgard où on est aujourd'hui, c'est une marque B2C, pardon, mais on est sur ce que j'appelle des ventes complexes, c'est-à-dire qu'un poêle à bois, c'est un certain coût, l'installation qui va avec, etc. Donc on fait pas du B2C au sens grande distribution, ça fonctionne pas. On n'achète pas un poêle à bois comme on achète un maillot de bain en solde en ce moment chez Decathlon, quoi. Donc c'est pour ça et ça c'était avant mon arrivée en tant que CMO, mais il y a une activité, un pôle acquisition qui génère à peu près 30% du business. Donc comment ça se rythme au niveau de la semaine? Il y a une animation d'équipe, donc chaque équipe a ses focus, brand, communication et acquisition. On a une réunion de lancement en début de semaine pour un peu faire le point sur le sprint du mois en cours. On essaie de s'inspirer au maximum des méthodes agiles pour essayer d'être très réactif et d'être très maker et d'être dans le livrable. Et puis après, on va travailler sur les différents sujets de croissance ou de communication qu'on veut travailler. Donc on échange, moi j'échange avec plein de gens différents. En fait, c'est un peu ça mon quotidien de semaine parce que j'ai tous les clients potentiels d'Asgard. J'ai des clients aussi en interne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu es en marketing, tu bosses, dans notre cas, on a 40 magasins Asgard, donc j'ai un peu 40 clients qui sont des directeurs de magasins et qui te sollicitent beaucoup, te remontent des idées du terrain, etc. et qu'il faut tenir en compte. T'as aussi la RH, la marque employeur qui veut que tu travailles avec elle et tout. Donc ma semaine finalement, elle se rythme beaucoup sur échanger avec des gens, échanger avec mes équipes lors de différents rituels de comité éditorial, de plan de com, etc. pour essayer de les aiguiller. Mais je suis plus là pour donner des directions et rebondir sur ce que produisent mes équipes. Et j'essaie quand même de garder un pied dans la prod parce que je pense que c'est important dans notre métier en produisant aussi moi-même des choses sur certains sujets que je vais choisir. Donc j'ai pas une routine très fixe puisque on traite beaucoup de sujets différents, que la communication des marques elle va être rythmée par différentes choses selon les mois. Ça peut être de l'événementiel, ça peut être des offres commerciales, ça peut être un focus sur de l'acquisition. Donc j'ai pas une semaine très avec des rituels très fixes, quoi. Donc ça répond pas vraiment bien à ta question, je pense. Si, parfaitement, parce que c'est impossible de faire une semaine type. Voilà, mais c'était justement pour avoir ces éléments de réponse là. 2 cibles, une B2C avec un scope acquisition. Ça va être de l'ADS par exemple, j'imagine. Oui, alors c'est pas mal d'ads, effectivement. C'est on essaye de développer aussi beaucoup et de plus en plus de contenu. Typiquement, la semaine prochaine, on recrute notre premier vidéaste pour internaliser la prod vidéo, parce qu'il y a énormément de choses et de contenu à produire autour de ça. Et puis, c'est aussi énormément le bouche à oreille. La culture du groupe Valéor, et c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Je l'ai jamais vécu de manière aussi forte dans une autre entreprise avant. Elle est très orientée autour de l'expérience client et du bouche à oreille que va provoquer cette expérience client. Donc ça va se traduire par plein d'éléments différents qu'on très souvent, voire systématiquement un lien avec le marketing, mais qui va de l'accueil en magasin jusqu'à la petite attention quand tu vas venir avec tes enfants, qu'on va t'offrir la pluche, que tu vas signer, que tu vas repartir avec un sac avec des cadeaux, ou le jour où on va installer ton poêle chez toi, où on va t'apporter un petit kit avec des cadeaux, etc. On va allumer le poêle devant toi. Donc il y a plein de moments avec des attentions particulières pour que l'expérience dans un magasin ou avec notre marque en tout cas soit
radicalement, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un peu l'idée radicalement différente de celle qu'il peut y avoir dans d'autres enseignes. Et c'est ça aussi qui aujourd'hui génère quasiment aussi 30% de notre chiffre d'affaires, quoi. Donc il y a une partie acquisition de nouveaux clients qu'on va capter via des ads et du contenu, et puis il y a une autre partie qu'on va capter grâce à la recommandation de nos propres clients existants, qui sont des ambassadeurs aujourd'hui de la marque. Ouais, petit retour d'expérience là-dessus. J'ai un collègue à moi, on en parlait tout à l'heure. Ouverture de votre magasin il y a quelques années à Quimper, magasin Asgard. Vous faites un jeu concours pour faire venir du monde dans le magasin, et le jeu concours nommait un gagnant ou une gagnante pour remporter un poêle. À ce moment-là, donc mon collègue est en projet d'emménagement, envisage de mettre un poêle, va faire son curieux pour découvrir les produits, mais en phase de veille en fait. Il complète la petite participation qui va bien, et hasard, c'est lui qui le remporte. Donc il a été équipé grâce à ce gain-là d'un poêle chez lui, et je pense que dans 100% des soirées où dès qu'il accueille du monde chez lui, c'est vrai que c'est un bel objet, on le voit derrière, Ouais. il en parle quoi. Et du coup il dit c'est un Asgard, j'ai gagné le jeu concours, etc. Donc en termes de référol et de bouche à oreille, c'est hyper puissant, et c'est un bouche à oreille long-termiste quoi. C'est comme si vous aviez un ambassadeur à vie. Ouais, tout à fait, parce que le produit trône dans le salon de nos clients à chaque fois. Donc dès que tu invites des potes, de la famille, etc., tu l'allumes, et puis forcément tu peux être amené à en parler. Donc c'est vraiment, et je dis que je le ressens très fortement ici dans l'ADN, parce qu'il y a une vraie ADN de la culture client. C'est-à-dire qu'on est, moi c'est ma première expérience dans le retail au sens physique. On a des magasins, etc. Donc l'expérience elle est palpable en magasin, et il y a un vrai focus là-dessus, mais finalement, ça ramène aussi au principe de réalité du marketing ou de la communication, dont finalement le seul objectif à terme est de créer du bouche à oreille, quoi. Donc c'est vraiment autour de ça qu'on s'anime, que ce soit quand on design le parcours et l'expérience client, depuis le digital jusqu'à la visite au domicile du client et son arrivée en magasin et son installation, mais aussi dans d'autres moments comme de l'événementiel, enfin voilà, ou de la publicité même, on va faire en sorte que tout ça génère du bouche à oreille, qu'on ait des claims, des accroches, des choses qui soient impactantes, parce que aussi j'ai la chance que ce soit ce qu'on me demande en interne. On n'est pas très frileux sur le fait de faire des choses qui ont de l'impact. Donc quand tu es au marketing, c'est plutôt sympa. Et justement, tu parlais de la deuxième cible, qui est une cible interne, le persona finalement directeur ou directrice de magasin du réseau Asgard. Quelle est ta marge de manœuvre là-dessus ? Est-ce que c'est toi qui réfléchis et déploie les stratégies de publicité sur le lieu de vente ? Est-ce que le digital, là aussi, tu as une flexibilité que tu peux apporter, une notion de conseil ? C'est quoi ton impact là-dessus ? En fait, on le gère en deux niveaux. Donc, il y a ce que j'appelle, moi, le marketing central. C'est-à-dire, c'est tous les investissements qui sont réalisés par l'équipe marketing. Et donc, qui vont résonner enseigne. Donc c'est là où on va déployer une campagne nationale sur toute la France, concevoir des animations commerciales en magasin, parce qu'on a à cœur qu'il se passe quelque chose de différent tous les mois dans nos magasins, à la fois pour nos clients mais aussi pour embarquer et motiver les équipes de vente. Donc ça c'est géré, et alors évidemment c'est pas du descendant, dans le sens où on écoute les retours qu'on a du terrain, on échange avec certains d'entre eux et on constitue ces stratégies-là. Et puis après il y a une strate plus locale, parce que la réalité business, elle est différente en fonction de ta zone de chalandise, de l'endroit où tu te trouves. T'as pas la même réalité magasin, entre un magasin qui est à Nantes dans une agglomération versus un magasin qui va être à Lannion, au fin fond de la Bretagne, entre guillemets, quoi. Donc là-dessus, les directeurs de magasins, eux, sont très ont un ADN très entrepreneur. Ils sont à l'initiative sur ces aspects-là, et ils nous sollicitent et ils nous demandent du conseil, et on les accompagne sur leur stratégie en local. Mais là, on va plus les conseiller, leur produire les assets dont ils vont avoir besoin, et après, c'est eux qui vont négocier en local et déployer, parce que au final, la connaissance du terrain et de la zone de chalandise, c'est eux qui l'ont. C'est pas nous au marketing, au siège, quoi. Même si on essaye d'aller les voir le plus possible. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu as différentes casquettes. Casquette communication, marketing, branding, tu le nommes et tu le distingues des autres disciplines. Est-ce que tu peux nous expliquer ta définition de l'aspect branding, et qu'est-ce que tu entreprends dans le groupe Valéor pour diffuser cette vision ?
Vaste sujet. Il y a toujours pour moi, j'ai toujours eu un peu de difficulté et je suis un peu dans cette réflexion en ce moment parce que je suis en train de structurer une équipe qui grossit, à distinguer, par exemple déjà le marketing et la communication. Ça a jamais été extrêmement clair pour moi. Si on écoute ce qui se dit, il y a un peu des clichés sur le marketing, c'est peut-être plus héroïste, et la com, c'est plus pour se faire plaisir, etc. La manière dont on essaie de l'organiser chez nous, c'est de se dire finalement le pôle branding, il est là pour créer des expériences de marque qui sont singulières, inoubliables, différenciantes. Donc on va être plus sur le ton de la marque, les terrains de jeu sur lesquels elle accepte d'aller, comment elle va rebondir sur de l'actu, enfin voilà, comment on va capitaliser sur un ADN de marque et sur un contexte qui nous entoure pour concevoir une opération, une publicité. Je prends un exemple récent pour illustrer ça. On a un magasin qui a ouvert à Bourges, hein, c'est la dernière ouverture. Le magasin a ouvert à côté d'un Burger King. On s'est dit, génial, nous, Burger King, comme je pense 90% des marketeurs aujourd'hui, c'est une ref assez cool en marketing. Donc on s'est dit, on va essayer de faire un truc avec Burger King pour l'ouverture. Donc on les a contactés. Je pense que on n'est pas au niveau d'un Burger King aujourd'hui, donc ils ont, c'était plutôt lettre morte et tout, mais on a quand même rebondi et on a fait une campagne, on a brandé notre campagne dans le layout, le look and feel de Burger King en disant avec différents claims en mode le King du poids s'installe à côté du King des burgers. On a fait plein d'accroches différentes, etc. Donc ça incarne pour moi la partie branding qui dit comment l'ADN, sans trahir notre ADN, on peut rebondir sur des opportunités au local et renforcer un peu la notoriété et l'ADN de la marque, quoi. Là où la com, pour moi, ça va être plutôt d'animer la marque et la communauté de clients et d'être plus sur le run quotidien pour faire en sorte qu'il y ait de la récurrence et que tu animes ta communauté de prospects ou de clients, quoi. Et quand vous faites des opérations de cet acabit-là, avec Burger King, tu le mets dans le scope marketing. Ouais. C'est quoi les métriques que tu étudies, que tu analyses et que tu arrives à lire dans la foulée? Alors c'est toujours, là on était sur un dispositif offline, donc plutôt comme traditionnel, des 4x3, des cubes-bus, des choses comme ça. Donc c'est toujours un peu compliqué à mesurer la publicité offline. Donc nous on s'était mis un objectif clair, c'est qu'on voulait déjà que ça fasse parler en local, qu'il y ait quelques retombées presse et qu'il y ait des gens qui viennent en magasin. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de le mesurer. Et un des premiers métriques qu'on a eu très rapidement typiquement sur cette campagne, c'est le fait que le personnel de Burger King à côté est venu tout de suite au magasin, ils ont pris des photos, etc. parce qu'ils ont trouvé que le sujet était cool et tout. Donc ça c'est voilà. Après c'était une campagne qui était très noto et pas avec une vocation héroïste. Le message c'était de faire connaître Asgard dans une zone qui n'existait pas, enfin où on n'était pas encore présent et donc de faire connaître la marque en faisant parler un peu de nous, quoi. Donc on arrive sur un territoire, on fait du bruit et puis on personnalise l'approche avec la personnalité de la marque. Ouais, c'est ça. Bouche à oreille. L'objectif toujours, ça doit être le bouche à oreille à la fin, quoi. Ok. Sur l'alignement marketing commercial, force de vente, qui est incarné, si je comprends bien, par les directrices et directeurs de marketing chez vous. Comment ça se passe? Il y a de l'acquisition qui se fait avec les ads qui amènent sans doute des particuliers que vous êtes en mesure de tracer et de suivre dans les boutiques. Donc il y a un ruissellement qui se fait via les efforts du groupe. Cet alignement-là, il s'incarne, il fonctionne comment chez vous? L'alignement entre sales et marketing. Ouais. Aujourd'hui, en fait, je pense, c'est assez singulier pour une marque B2C. On est un peu organisé comme une boîte B2B sur l'acquisition. C'est-à-dire qu'il y a le marketing qui est en charge d'identifier des leads, d'aller les trouver, d'essayer de les ramener, faire en sorte qu'ils convertissent sur des LP, des sites, etc. On a une équipe service client avec ce qu'on pourrait appeler, nous on les appelle pas comme ça en interne, mais des SDR, des SDR en gros qui font la qualification. Et puis après, une fois que la qualification de ce prospect elle est faite, et ben on les envoie au magasin qui eux reprennent le lead là-dessus. Donc aujourd'hui, je pense qu'on pourrait très honnêtement encore progresser sur l'alignement parce que de mon point de vue c'est encore un peu trop siloté, mais je pense qu'on est déjà pas mal en avance de phase versus d'autres acteurs sur du B2C. J'ai pas d'exemple d'autres boîtes B2C qui font ça, doit y en avoir, mais
sans doute dans les assurances, des choses comme ça. Mais C'est intéressant d'employer le mot silo. Donc là, tu en identifies comment ça fonctionne cette phase-là, en côté fait, un peu chirurgical. c'est-à-dire que aujourd'hui, là où je pense qu'on pourrait encore progresser, c'est dans ma précédente expérience. Sur la lead gen, je gérais à la fois la génération de leads et la qualification des leads. Donc c'est tout de suite plus facile. Moi je milite très fortement pour que les équipes commerciales et marketing travaillent dans un seul et même bureau. Parce que plutôt que de se renvoyer la balle dans des réunions en disant ouais c'est toujours pareil, hein, le lead il est pourri, ou alors non c'est vous qui savez pas qualifier des leads et rappeler des prospects quoi. On est toujours un peu, je pense, dans toutes les boîtes que j'ai vues dans cette caricature là. Donc ce que j'avais fait quand j'étais chez HelloWorks, c'est qu'on avait mis ensemble les équipes market et commerce, et en fait tu te rends compte que juste en changeant une organisation des rituels et en faisant parler les équipes entre elles au quotidien, et ben t'obtiens des croissances qui sont folles. Donc là où on a tendance quand on fonctionne en silo à vouloir investir plus en pub parce qu'on se dit il faut mettre de l'ads pour générer plus de leads, bah tu t'aperçois que le levier il est peut-être pas là, ou en tout cas il est à mon sens pas uniquement là. Si tu veux être héroïste, revois ton organisation et fusionne un maximum les équipes autour de ce parcours client. Tu parles d'équipe marketing. Là, dans le groupe Valeur, vous êtes en phase de croissance, donc cette équipe marketing, elle se développe. Ouais. Tu as fait référence aussi à ta précédente expérience chez HelloWorks. Et là, on avait bossé ensemble pour rien cacher. Ouais. Et il y avait une dream team quand même. C'est-à-dire que l'équipe que tu avais constituée, il y avait toi, il y avait Christian François qui est chez Scalesia maintenant, il y avait Alexandre Bringue de Wild Marketer aussi. Donc on parle de pointure dans leur domaine marketing, d'acquisition, de formation, etc. Du coup, tu as une expérience. Et Clément Jonot également, Head of Growth chez Green Dot aujourd'hui. Voilà, donc encore un autre exemple. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas, tu as raison. Donc mine de rien, tu as réussi à développer une compétence de constitution d'équipe. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu ta recette là-dessus aussi, qui est en train d'être produite actuellement chez le groupe Valeo? Ouais. Quelle est la recette? C'est un peu compliqué comme question. Je sais pas s'il y a une recette. Après, c'est du management, je pense. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que le rôle du manager, c'est de laisser la main aux gens de l'équipe qui ont l'expertise et qui moi, je dis souvent à mes équipes, je les motive autour de frameworks justement que j'ai piqué au mentor que j'évoquais tout à l'heure, là, Dave Gerhardt, qui a fait ça très bien dans un bouquin où il en a une dizaine. Alors je les ai plus tous en tête maintenant, mais il dit en gros, tu dois te mettre dans un mindset. Si t'es dans mon équipe aujourd'hui, les gens de mon équipe, je leur dis, est-ce que t'es responsable d'un chiffre? Est-ce que tu penses que tu es difficilement remplaçable? L'idée, c'est pas de dire personne n'est irremplaçable. Par contre, tu dois te mettre dans une posture où tu dois dire c'est compliqué de le remplacer. Le jour où Clément est parti de chez HelloWorks, de mon équipe, je me suis dit ça va être compliqué de trouver quelqu'un pour le remplacer. Je pense que en vrai, tu peux trouver personne qui est exactement comme lui, tu trouveras quelqu'un qui a d'autres compétences et qui apportera autre chose, mais personne qui sera exactement de manière fidèle à lui. L'idée, c'est aussi de manager son manager. C'est ce que je dis souvent à mes équipes, quoi. Donc en fait, attendez pas que je vous cale des points pour parler d'avancées ou évoquer des blocages. Et si vous bloquer un point parce que vous voulez parler d'un sujet, très bien, évidemment faites-le, je vous encourage à le faire, mais venez pas juste avec un problème, venez avec aussi la solution, ou en tout cas des hypothèses de solution par rapport au problème. Et après on en discute, etc. Et je pense que c'est toutes ces choses-là ensemble qui font que les gens s'épanouissent, se développent au sein de l'équipe. Et puis après il y a le cas que t'évoques sur HelloWorks, je pense qu'il y avait un effet réseau, c'est-à-dire c'était des gens qui finalement étaient tous un peu liés entre eux par des réseaux de growth, de market, etc., qui se passent le mot, et puis voilà, donc ça s'est fait un peu par accident, entre guillemets, voilà. Mais un accident contrôlé quand même. Ouais, peut-être. Et pour compléter la question, aujourd'hui dans ta réflexion de constitution d'équipe, donc actuellement chez le groupe Valeo, c'est quoi les bonnes compétences que tu dois avoir dans ton équipe
D'ailleurs, les compétences que tu dois internaliser, externaliser, comment tu fonctionnes, c'est quoi? Alors moi, je milite énormément pour l'internalisation de toutes les compétences. Alors je suis parfois un peu trop jusqu'au boutiste sur le sujet, mais déjà, comme je disais tout à l'heure, je viens d'agence et j'aime bien faire les trucs moi-même. Donc c'est peut-être aussi un défaut sans doute parfois, mais j'ai pas envie, en fait, culturellement, ça m'emmerde d'avoir un prestat externe qui vient m'apporter des bonnes idées que j'aurais pu avoir. Donc j'ai un peu envie d'avoir, c'est peut-être un truc d'ego, je sais pas, mais j'ai envie d'avoir ces idées et de les développer. Donc je milite pour internaliser un maximum les compétences. Et là, typiquement, on a un exemple qui est assez intéressant, je pense, chez Valéor. Je disais, on a 8 personnes dans l'équipe, mais en plus de ça, j'ai ce que j'appelle moi aujourd'hui des fractional experts. Donc j'ai un directeur de création et un copywriter que je considère comme étant dans mon équipe, même s'ils sont pas physiquement présents et 100% du temps dédiés à nous, mais ils travaillent sur la marque Asgard depuis sa création. Ils la connaissent par cœur, ils connaissent par cœur le groupe Valéor, et c'est eux qui produisent l'ensemble, enfin avec qui on travaille en tout cas pour produire l'ensemble des campagnes de communication de la marque. Donc on n'est pas dans une logique de briefer une agence ou essayer de trouver un freelance, l'échanger, etc. On a vraiment des gens qui sont autant impliqués sur la marque et qui connaissent autant l'équipe que tout le reste chez Valéor. Donc je milite beaucoup sur le fait que je pense qu'il y a eu une époque où on a trop externalisé, pris des prestats, et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je pense que les directeurs ou les équipes marketing doivent se réapproprier un peu leur métier et moins acheter de prestats et plus essayer de faire par eux-mêmes. C'est un peu pour ça qu'il y a tout ce mouvement growth marketing aujourd'hui. Je pense qu'incarne d'une certaine manière cette idée de il faut être maker. Il y a des gens qui peuvent t'apprendre à être maker et après il faut que tu sois autonome et qui continuent à te faire évoluer. Donc faut produire. Je suis un peu anti chef de projet moi personnellement. Ok, très clair. Justement, les gros chantiers marketing du groupe Valéor, actuellement, c'est lesquels? Tu nous as parlé tout à l'heure qu'il y avait un canal Ads. Quels sont les canaux organiques, justement, que vous êtes en train de travailler? Le canal contenu que j'évoquais sur l'organique, justement, sur l'Ads, ça tourne plutôt bien. Après, il y a toujours des possibilités d'amélioration, d'optimisation, et c'est le quotidien. On travaille en ce moment, une des priorités là-dessus, c'est effectivement la brique contenu, où on s'est mis en branle un peu pour produire plus de contenu, donc à la fois des contenus textes, on a créé une organisation dédiée, etc., pour être un peu meilleur en organique, parce qu'on est sur un secteur d'activité qui est encore très éclaté, donc je pense qu'il y a une place à prendre, mais il faut pas attendre trop avant de la prendre, quoi, parce qu'il y a d'autres acteurs qui peut-être viendront nous rejoindre. C'est aussi dans ce sens-là qu'on recrute un vidéaste pour qu'on commence, parce qu'aujourd'hui, tu le sais mieux que moi, je pense encore, mais c'est peut-être la raison de notre présence ici en vidéo, mais le search, c'est plus que du texte, c'est plus que Google. Il y a aussi tous les réseaux sociaux, TikTok, Insta, etc. Donc on va développer YouTube, on va développer la brique vidéo pour créer plein de formats et de contenu pour éduquer les gens, les divertir autour de la thématique du poil. Et puis, il y a une grosse brique qui a été réalisée par Charline dans mon équipe, qui a été initiée avant que j'arrive, mais qu'on continue à développer, qui est les réalisations clients. Donc aujourd'hui, un peu à la manière d'Airbnb, on fait des shootings chez certains clients qu'on a installés avec des belles productions photographiques, avec des vrais photographes, etc., avec une vraie patte, une vraie signature. Et c'est des contenus qu'on exploite évidemment à fond sur nos channels comme Instagram, sur nos blogs, et à partir desquels on va lancer normalement avant la fin de l'année un livre. Donc on va sortir notre premier livre, notre première édition, pour incarner un peu cette promesse d'Asgard qui est la vie au coin du feu. Donc il y a beaucoup d'éducation liée à ce style de vie que vous allez faire à travers du contenu textuel, physique, digital, mais aussi vidéo. Sur le côté vidéo, pour faire écho à ce que tu disais juste avant, vous allez internaliser la compétence. J'imagine que vous allez faire sans doute du format UGC. Est-ce que vous allez aussi solliciter des influenceuses, des influenceurs pour avoir une résonance complémentaire, ou est-ce que vous allez rester sur le cap, on internalise et on ne dépend finalement que de nous? Alors, on va essayer de faire de l'influence, mais pas sur ce type d'action. En fait, aujourd'hui, on n'est pas sur l'intégralité du territoire.
Donc, à mon sens, le levier influence, il a moins de pertinence au niveau de maturité où on est. On vise une centaine de magasins d'ici 4 ans. Quand on sera à 100 magasins, là, il faudra y aller, je pense, pleine balle sur le levier influence qu'on n'aura pas encore activé. Mais aujourd'hui, on va plus travailler, je vais dire, les fondamentaux encore du contenu. On a encore beaucoup de progrès en transparence à faire. Et en étant plus sur du contenu. Il y a 2 sujets, en fait, dans le contenu aujourd'hui pour capter des gens et les amener vers notre univers. C'est, je pense, le premier, c'est le lifestyle. Donc, ce que j'évoquais sur les réalisations clients. Donc, comment tu montres, comme on le voit aujourd'hui, qu'un poêle, il peut être un vrai, au-delà d'une solution de chauffage, vraiment un mode de vie. C'est pour ça qu'on parle de vie au coin du feu, un lifestyle en soi. Et ça, on l'incarne à travers des reportages photos, des interviews clients, demain des vidéos, etc., quoi. Et après, il y a une partie éducative parce que il y a plein de choses que les gens ne savent pas sur ce produit-là. Typiquement, ça c'est ce qu'on appelle techniquement un foyer fermé. On a tous chez nos parents, peut-être c'est le cas chez toi, c'est le cas chez moi en tout cas, ils ont une cheminée traditionnelle ouverte. Quand tu apprends que 3 bûches en bois brûlées dans une cheminée ouverte, c'est l'équivalent de plus de 3000 km en diesel des années 90. Tu te dis qu'il y a une empreinte et un impact d'un foyer ouvert qui est très mauvais. Et ça, personne le sait vraiment. Là où ça, c'est extrêmement propre comparé à une cheminée ouverte. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on doit mettre sur la table pour, c'est le métier du marketing. Avant de proposer une solution, il faut mettre un problème, entre guillemets, dans la tête du client potentiel. Et donc, faut un peu qu'on fasse d'éducation et d'évangélisation autour de ça, quoi. Exactement. Donc là, tout ce dont on parle, c'est finalement la posture média. Et sur LinkedIn, ton slogan, il me parle beaucoup. Tu as indiqué que l'équipe marketing du futur est un média. Est-ce que tu peux nous expliquer, là aussi, ta vision et est-ce que tu commences à entreprendre? Tu as un peu d'expliquer, de dévoiler ça, mais qu'est-ce que vous allez faire chez le groupe Valéor pour faire en sorte d'être un média du style de vie au coin du feu à part entière? Ouais, l'idée de la posture média, elle part pour moi d'un constat qui est aujourd'hui il y a 3 manières de faire du marketing ou de la communication. Soit tu t'appelles Coca-Cola et tu t'achètes du média. C'est-à-dire que tu as les budgets et les moyens pour faire de la publicité 365 jours par an sur l'ensemble des canaux qui existent, et il y en a de plus en plus. Mais pour arriver à faire ça et être visible, il faut énormément de budget, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, et je pense pas qu'on veuille même demain investir là-dedans. Et il faut énormément d'impact en créa, ce qu'on peut avoir, je pense, aujourd'hui, mais on n'a pas, pour moi, la volonté d'investir comme un énorme média. Deuxième levier, c'est d'essayer de gagner du média, quoi. Donc c'est plus ce qu'on va appeler les RP, mais là encore une fois, à moins de s'appeler Tesla ou Apple, pour miser et pour travailler ta stratégie sur ce levier-là, faut être quand même assez costaud et avoir des effets d'annonce qui vont intéresser les médias et capter leur attention. Donc on en fait un peu, on développe un peu cette brique-là de plus en plus parce qu'on a plein de choses à raconter dans le contexte actuel, de l'énergie évidemment, mais pour moi c'est pas l'axe principal. Et l'axe que j'ai envie de développer, c'est le 3e, c'est celui que t'évoques sur la posture de marque média. Et l'idée derrière ça, c'est de dire en fait, plutôt que d'essayer d'interrompre les gens dans un flux au scroll avec une publicité, essayons de faire en sorte que on devienne un centre d'intérêt et qu'on devienne une destination pour les prospects, les clients ou même n'importe qui dans un parcours d'achat ou même en dehors du parcours d'achat, parce que quelqu'un peut être un influenceur de la marque demain si on crée des contenus qui l'intéressent. Donc pour arriver à faire ça, il y a 3 options possibles selon moi. Soit tu fais de l'information, soit tu fais de l'éducation, soit tu fais du divertissement. Et donc l'idée que j'essaye de mettre en place aujourd'hui chez Asgard, c'est d'aller vers ça, d'où le sens du vidéaste, etc. Aujourd'hui, j'estime que, comme on le disait juste avant, la solution du chauffage au poêle à bois, que ce soit granulé ou bois, elle est assez méconnue aujourd'hui d'un point de vue technique. Et donc je pense que si les gens, je fais le pari que si les gens en savaient plus là-dessus, ils s'intéresseraient peut-être encore plus au sujet et on développerait encore plus Asgard. Donc c'est un peu l'idée. Ce qui est synergique à la posture média, c'est la communauté de l'entreprise. Dans le sens, c'est collaborateurs et collaboratrices. Quelle est la place de cette discipline-là chez le groupe Valéor et comment tu vas embarquer
l'ensemble de vos membres à devenir les créatrices et les créateurs de contenu de la marque demain? Alors, créateur, créatrice, aujourd'hui, on n'est pas trop dans ce schéma-là. On travaille énormément avec eux en interne pour, par exemple, identifier des clients avec qui il y a un vrai potentiel de shooting, etc. Donc, c'est un peu là-dessus et on va réaliser les shootings avec eux. Ils vont venir sur place. Mais aujourd'hui, on va pas les laisser produire eux-mêmes façon UGC les contenus parce qu'on positionne la marque Asgard comme une marque assez premium et on a une volonté de produire des contenus qui sont je vais pas dire surproduit, mais assez léché et qualitatif. Là où si tu laisses la main à tout le monde, ça peut, dans une phase où on est, qui est encore, on est en train d'installer une marque qui est quand même assez récente et même si on est dans les leaders sur le domaine, c'est encore des marchés assez jeunes. Donc il faut installer la marque et pour ça, il faut que ta com et ton market, ils soient au laser, quoi. Voilà, donc, Donc aujourd'hui, c'est plutôt centralisé sur le market. Tu veux garder la maîtrise de l'image de marque parce que vous êtes en phase tout à fait. de lancement et de pénétration de marché. Okay. Après, ce que tu évoques, c'est intéressant, c'est sur la partie communauté. Moi, la partie communauté, je la vois plus à l'extérieur, sur nos clients. Tu vois, il y a encore 3 semaines, on a fait une soirée client avec des gens qui sont déjà installés, etc. On a eu plus de 2000 inscrits sur l'ensemble de nos magasins qui sont venus en présentiel dans les magasins, etc. et qui est encore un levier pour générer à nouveau du bouche à oreille autour de la marque. Donc, dans cette posture média, il y a effectivement l'idée il faut créer une communauté autour d'une idée, quoi. Et en fait, c'est cette communauté qui demain fera ta publicité, fera ton bouche à oreille, et je crois, enfin j'en suis assez convaincu, t'amènera des prospects, quoi. Et plutôt que d'essayer les acheter sur des segments, sur les plateformes GAFAM, etc., où tu vas galérer avec tes segments démographiques, etc., machin. Et justement, sur ce côté développement pour aller chercher de la nouvelle clientèle, ça veut dire aussi potentiellement développer le réseau de magasins. Ouais. D'ailleurs, tu l'as dit, vous allez vouloir ouvrir jusqu'à une centaine de magasins dans les prochains temps. Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour attirer des futures directrices et directeurs de magasins? Aujourd'hui, alors c'est un sujet qui est très difficile parce que comme dans tous les secteurs, le recrutement il est difficile quels que soient les métiers. Donc après la stratégie du groupe c'est en fait de proposer de former les gens. Donc on a aujourd'hui en interne chez Valeor ce qu'on appelle la Valeor Academy qui est certifiée Calliope, donc on est organisme de formation. Donc quel que soit le métier, pas uniquement directeur de magasin, mais quelqu'un de l'extérieur, un technicien, un vendeur peut venir sans connaître le métier, ça nous pose pas de problème. On est plus sur l'état d'esprit de la personne, c'est soft skills en gros, plus que c'est hard skills, et on va le former en interne. Et sur le sujet de directeur de magasin, il y a un statut aujourd'hui qui existe qui est directeur de magasin en formation. Donc on les attire en leur expliquant que on va vous faire devenir directeur de magasin avec un programme qui va durer entre 6 et 12 mois où tu seras au sein d'un magasin avec quelqu'un qui est déjà directeur et qui cherche son magasin et tu vas apprendre avec lui, quoi. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ok, donc le canal académie interne finalement pour créer des vocations et puis faire comprendre la culture de l'intérieur avant d'ouvrir son point de vente. C'est ça. Ok, très très bonne strat. Ce que je te propose, Pierre-Émile, c'est de passer à la dernière partie de notre échange. Donc c'est des questions génériques, assez rapides. Tu prends le temps pour y répondre. Okay. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais aujourd'hui en tant que leader marketing pour maîtriser ton équilibre vie pro, vie perso? J'essaye de pas ouvrir mon ordinateur à la maison. Ça c'est une première règle. Après, je réfléchis ce que je pourrais dire là-dessus. Je travaille pas le week-end. En gros, même si, alors moi j'ai un peu une nature, c'est presque au pied du mur que je suis le plus productif entre guillemets, ce qui est peut-être pas un bon exemple, mais je pense que la clé c'est de savoir couper en fait, de savoir s'arrêter et de fermer son ordinateur. J'ouvre jamais, sauf cas exceptionnel, mon ordi le week-end. Je le fais un peu le soir parfois, mais après de toute façon, chez Valeor pour le coup j'ai une liberté assez grande sur la gestion de mon agenda, même quasiment totale de mon rythme. Donc je peux partir très tôt, aller chercher mes enfants. Alors si ma femme regarde ça, elle va se foutre de moi parce qu'elle va dire que je le fais quasiment jamais, mais je pourrais le faire. L'essentiel c'est de savoir que tu peux le faire et rouvrir mon ordi plus tard si j'ai des choses à faire.
Donc, je pense que la clé, elle réside surtout dans la liberté et l'autonomie que tu laisses aux gens pour le faire. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'odyssée sans adversité. Aujourd'hui, en tant que leader marketing, c'est quoi ton plus grand ennemi? Mmh. Ça, c'est une sacrée question que tu me poses. Elle est belle, hein? Ouais. Mon plus grand ennemi en marketing aujourd'hui, je pense que le plus grand ennemi du marketing, c'est le fait que tout le monde pense pouvoir avoir un avis sur le marketing dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on fait des métiers qui, quand on connaît pas la spécificité ou la technique des métiers, tout le monde peut se dire, tout le monde peut donner son avis sur une affiche 4x3, un post Instagram ou un ads sur Facebook, quoi. Donc je pense que c'est ça l'ennemi du marketing aujourd'hui. Et je pense que le meilleur moyen de contrer ça, je sais pas si ça faisait partie de la question, mais moi je dis souvent à mes équipes, faut être les best friends, quoi. Faut être les best friends de tout le monde dans l'entreprise. On est là, on reste un service un peu de transformation qui a un impact sur tous les services. Donc faut être ami, il faut se rendre indispensable auprès de tout le monde. Et si tu arrives à faire ça, je pense que les gens auront peut-être toujours un avis sur ce que tu fais en marketing, mais ils te le donneront moins parce qu'ils te feront confiance, quoi. Donc un service central qui se doit d'être proactif et dans la communication avec les autres pôles métiers de l'entreprise. On a parlé de la vente, mais on pourrait parler du service client, etc., quoi. Carrément, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai pour toutes les boîtes, il y a pas le marketing, il est présent de plus en plus partout, dans tous les métiers. C'est ce qui est à la fois très dur, mais c'est ce qui est un peu stimulant quand même, c'est que il y a peu de sujets où le marketing n'est pas au cœur de la décision, je pense. Donc c'est ça qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, quoi. Et aujourd'hui, si tu avais un budget illimité dans ton équipe marketing, le rêve, tu internaliserais quoi en priorité comme nouvelles compétences pour amener plus loin ton acquisition? Je crois que je ferais, si j'avais un budget illimité, je ferais comme Red Bull, quoi, qui est la marque média par excellence. Tu vas voir le site de Red Bull, il n'y a pas une canette de Red Bull sur le site de Red Bull. Il y a que du sport, de la sensation, etc. Et quand tu regardes ce qu'ils font, ils ont créé il n'y a pas de service marketing. Il y a une Red Bull Media House. Donc ils ont vraiment poussé à fond le côté marque média, puisque l'organisation est celle d'un média aujourd'hui. Et donc, ils ont tous les métiers d'un média. Je ne les connais pas tous, mais ils sont des éditeurs, des monteurs, des vidéastes, des scénaristes. Ils ont des sportifs probablement professionnels. Ils ont tout ça. Donc, si j'avais un budget limité, je ferais un truc comme ça, quoi. Clairement. Donc, du divertissement, finalement, en un point. Ouais, alors après, selon l'entreprise, je sais pas si on peut faire du divertissement sur des poils, on peut en faire un peu, mais on peut pas faire que ça, je pense. Mais d'avoir en tout cas cette même organisation avec les mêmes moyens pour devenir une machine à créer des contenus, que ce soit du contenu éditorial, mais aussi du contenu événementiel, des partenariats, du sportif, de l'occupation terrain vis-à-vis des cibles. Ouais, exactement. Et ce qui est intéressant dans leur stratégie à eux, c'est que ils t'expliquent qu'ils segmentent pas leur clientèle par rapport à un âge, une localité, mais en fait ils segmentent par passion. Et c'est ça qui est super puissant quand t'arrives à ce niveau-là, quoi. Parce que du coup le lien avec la marque, il est décuplé. Il est décuplé, quoi. Il est illimité, quoi. Le Pierre-Émile d'aujourd'hui, il a une vision marketing assez aiguisée. On l'entend beaucoup dans tes réponses. Si on retourne 10 ans en arrière, tu donnerais quoi comme top conseil au Pierre-Émile débutant sur les compétences marketing pour qu'il puisse bien embrayer dans le métier? Je lui dirais, mec, t'es pas assez mûr pour monter une boîte, donc attends un peu. Ce que j'ai fait il y a à peu près 10 ans et j'ai échoué lamentablement. Donc voilà ce que je lui dirais. Fais d'abord ton expérience dans différentes boîtes et après t'auras tout le temps de faire autre chose. Et c'est quoi les compétences que tu développes depuis ce temps-là pour peut-être un jour créer ta propre activité ou ton propre projet en tant que leader? Les compétences, c'est surtout les métiers, c'est sur la gestion de l'humain aussi, parce que c'est la clé aujourd'hui pour quand même créer une boîte, animer, embarquer les gens avec toi. Donc ça, je pense que j'arrive pas trop mal à le faire.
Et puis aussi, je pense que ce soit maintenant chez Valeor ou juste avant, quand j'étais chez Hello Work, j'ai quand même travaillé dans des organisations que je vais appeler complexes. C'est-à-dire que c'est des boîtes qui ont soit X marques, soit X, Y produits. Enfin, j'ai jamais, j'ai jamais vraiment bossé dans une boîte qui est une boîte SaaS avec un monoproduit. Ce qui, moi, me paraît être un truc... les gens vont peut-être me sauter dessus si je dis ça, mais me paraît méga simple dans l'approche parce que j'ai toujours bossé dans des boîtes où il y avait énormément de produits, énormément de marques, qui parfois il fallait rationaliser, etc. Donc je pense que... j'ai développé une compétence peut-être pour arriver à simplifier des process, des orgas ou des sujets qui peuvent être parfois très complexes ou que tu as du mal à prioriser parce que tout le monde vient toquer à ta porte, parce que tout le monde veut faire des trucs avec le marketing et passer en premier, quoi. Très clair là aussi, effectivement, on voit bien que tu as développé une compétence sur ces sujets-là de gestion de la politique interne. Finalement, c'est un peu ça, c'est un peu de la politique, même si c'est un mot un peu dur parfois, mais il y a un peu ce côté-là. Enfin. Et dernière question de notre échange, si tu avais un dirigeant ou une dirigeante ou un responsable marketing à me recommander pour un futur épisode, qui tu pourrais nous conseiller? J'aurais envie de te nommer tous ceux qu'on a déjà nommés qui étaient dans mon équipe. Donc ça peut être Christian de Scalesia, ça peut être Clément de Green Got. Franchement, ce que fait Clément chez Green Got en growth, pour moi, je suis vraiment bluffé, quoi. J'aurais jamais réussi à faire aussi bien, je pense. C'est assez bluffant. Et lui, il est aussi dans cette approche média où Green Got, ils se sont construits sur d'abord en fait un combat, j'ai envie de dire, en disant on va rendre la finance plus vertueuse et plus verte. Et ils ont réussi à créer, comme on le disait tout à l'heure, une communauté autour de cette idée et qui est en train de croître et de grossir. Et donc je trouve que ce qu'il fait avec tout le reste de l'équipe Green Got, il est pas tout seul, mais c'est assez bluffant. Donc c'est lui que je pousserais comme ça. 100% d'accord avec toi. Je pense que je vais pas tarder à lui envoyer un message sur LinkedIn. Merci beaucoup Pierre-Émile pour cet échange-là. C'était passionnant. On a parlé branding, on a parlé médias. Donc moi, c'est des sujets qui me parlent énormément. Je te souhaite une excellente continuation avec le groupe Valeor. Merci. Une bonne croissance à vous et puis à bientôt. À bientôt. On va pouvoir éteindre le poêle maintenant. Il a fait très chaud. Faire baisser la température.